La parole est à monsieur Jean Launay pour le groupe SRC. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, cher Jean-Paul Chanteguet, mes chers collègues, c'est une étape importante de méthode que nous franchissons aujourd'hui avec cette proposition de résolution. Et en même temps, c'est aussi un signal politique déterminant qui confirmera que les socialistes et plus largement encore la majorité présidentielle savent aussi non seulement raisonner écologie, mais encore vouloir l'utiliser comme levier d'un changement durable dans les comportements individuels et collectifs. Qui plus est, en abordant cette question de la fiscalité écologique de manière courageuse, lucide et volontariste, c'est un pas supplémentaire dans le dialogue confiant que nous entreprenons avec les Français. Mais qu'il me soit permis de rappeler en premier lieu que la France a pris des engagements, au-delà des alternances politiques, dans le contexte européen, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. J'évoque là le paquet climat-énergie à échéance 2020 qui décline le 3 x 20, 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins entre 1990 et 2020, amélioration de 20% de l'efficacité énergétique, introduction d'une proportion de 20%, 23 pour la France, d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Et de rappeler en second lieu que par la loi Programme fixant les orientations de la politique énergétique, la loi POP du 13 juillet 2005, la France s'est donné à elle-même des objectifs propres tendant à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Voilà le facteur 4 confirmé dans les engagements pris à l'issue des travaux du Grenelle. Le temps de parole limité ne me permettra pas de rentrer dans le détail des secteurs économiques et de vérifier si cette orientation forte pourra être tenue. D'autant que chaque jour apporte son lot d'informations sur ce sujet, susceptibles d'infléchir ou de remettre en cause les conceptions d'hier. Convenons alors ensemble que le chemin avec le facteur 4 ressemble déjà plus à un parcours en terrain accidenté, semé d'imprévus, qu'à une trajectoire nette où une forte impulsion initiale détermine largement l'atteinte du but final. À tout le moins, confirmons la nécessité d'organiser la fonction d'observatoire du facteur 4 en faisant converger système de mesure, évaluation des politiques publiques, évaluation des perspectives économiques et technologiques, vulgarisation et pédagogie en direction de nos concitoyens et de nous-mêmes. Aujourd'hui, tout secteur confondu, et si l'on retient les scénarios raisonnablement optimistes, l'ensemble des exercices prospectifs débouchent plutôt sur une réduction des gaz à effet de serre d'un facteur 2 ou 2,5 plutôt que d'un facteur 4. L'atteinte du facteur 4, si elle s'avère nécessaire pour la sauvegarde de nos civilisations, nécessitera probablement des ruptures plus importantes dans les modes de vie, et c'est précisément dans les moments de crise qu'il faut engager les transformations nécessaires, tout en faisant comprendre la nécessité à l'opinion. Dans ces transformations, la valorisation du carbone est primordiale, d'autant que la transition énergétique ne se fera que si l'on inclut dans la fixation des prix de l'énergie la raréfaction des ressources naturelles et les dommages à l'environnement, dont le changement climatique. Comme Michel Rocard l'avait prévu dans son rapport de 2009, issu de la conférence de consensus d'experts, comme le réclame la Fondation Nicolas Hulot, comme nous l'avions écrit Michel Diefenbacher et moi-même dans un rapport commun de la Commission des finances d'octobre 2009, préalable au projet de loi de finances 2010, il faut mettre en place une contribution climat-énergie, une fiscalité carbone qui donne un véritable signal-prix. Instruit des raisons de l'échec du précédent gouvernement sur le sujet, tenant compte du contexte économique difficile, il me paraît néanmoins important de mettre en place cet outil central de la fiscalité écologique et d'être très progressif dans le relèvement du prix du carbone. Cette contribution devra s'appliquer de manière équivalente sur les ménages et les entreprises non soumises au système européen d'échange de quotas d'émissions. Les entreprises et les ménages devront bénéficier dans le même temps de mécanismes de soutien à la réduction des consommations d'énergie, notamment sur la rénovation thermique et des mesures de redistribution. Un mot maintenant sur la fiscalité du diesel, qui a toujours fait l'objet d'un traitement de faveur dans notre pays. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce point, et la justification du maintien d'un avantage fiscal pour le diesel se pose en termes de santé, d'environnement, mais aussi pour les consommateurs eux-mêmes. En effet, le signal prix apparemment favorable à l'achat
n'est en fait rentabilisé que par 30% des acheteurs. L'écart de taxation entre essence de diesel, aujourd'hui de 17 à 18 centimes par litre, doit être progressivement réduit pour financer la transition écologique, objet d'un débat dans le comité éponyme. 1 centime d'euro d'augmentation du coût du litre de diesel générerait entre 330 et 380 millions d'euros par an, qui devraient financer le renouvellement du parc automobile via un bonus renforcé aux ménages et participer au cofinancement des investissements lourds comme le fret ferroviaire ou le transport fluvial. J'aurais voulu, Madame la Présidente, dire un mot sur les redevances d'eau. Je ne le ferai pas compte tenu du temps que j'ai maintenant dépassé. Je voudrais conclure en disant, Madame la Ministre, que c'est avec ambition et confiance que j'aborde pour ma part cette proposition de résolution. Elle est pour nous une feuille de route, un discours de la méthode. Elle peut être pour vous et pour le gouvernement une source d'inspiration pour que le produit de la fiscalité écologique de demain finance clairement la transition vers un autre modèle de développement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.